On a l'impression que Bazoum, il n'a pas su imposer son autorité, surtout sur l'armée, quoi, donc, dont il n'est pas issu. Et ça fait que, bon, finalement, il était à la tête un peu d'une institution qui... Tôt ou tard, ça aurait été... Oui, tôt ou tard, ça fait. Mais pour revenir à l'influence, quand on dit qu'il était pro-français, tout ça, ce sont ces déclarations à lui aussi qui justifient, hein, parce qu'on se rappelle qu'on avait l'impression qu'il s'était fait un peu comme le porte-parole de la France dans cette région, qui était un peu troublée, tout ça. Et surtout, vous savez, je pense qu'il y a un ancien chef d'État qui dit les jours où on parlera du bien de moi, enfin les ennemis parleront du bien de moi, ça c'est que je vous ai trahi. Parce qu'on se rappelle de tous les éloges que le président Macron faisait sur Bazoum, en fait. Hein, et ça n'aide pas. Bonsoir à tous. Les choses semblent se préciser au Niger avec la tenue des assises pour fixer la durée de la transition du 15 au 19 février à Niamey. Pour en parler, je reçois Brahima Sidibé, doctorant en analyse du discours. Bonsoir Brahima. Bonsoir. Et Frédéric Tchongui, analyste politique. Bonsoir Frédéric. Merci de me recevoir. Messieurs, pourquoi cette initiative arrive maintenant alors qu'on n'entendait plus parler dans ce pays de calendrier de transition ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question, c'est un très bon constat, parce qu'on sait que ce type d'assises, désormais, c'est une sorte de mode d'emploi dans les pays qui connaissent le coup d'État. En général, dès qu'on fait le coup d'État, on organise un dialogue national, on réunit les forces vives de la nation, on discute de la suite. Mais c'est vrai qu'au Niger, cela intervient 18 mois après, ça interrose. Mais je crois que c'est d'abord lié à des raisons endogène et exogène. D'abord endogène, parce qu'on se rappelle qu'on peut rappeler que Bazoum n'a jamais démissionné, jusqu'ici, il n'a pas démissionné. On parlera de lui tout à l'heure aussi. Voilà, donc je crois que c'était aussi le temps de permettre de mettre la main mise un peu sur les arcanes du pouvoir, le temps pour le général Tchani de faire ce travail-là. Donc les 18 mois, ça peut être, ce retard, ça peut être expliqué par ça. Maintenant, les raisons exogènes, c'est qu'on sait que le Niger fait partie désormais de l'Alliance des États du Sahel. Et ce type de conclave, on a connu au Mali, on a connu au Burkina. Donc c'est une façon aussi de se conformer à cet agenda de l'AES, si je peux me permettre, quoi. Donc voilà. Mais dans le fond, je pense qu'on va y revenir. Il y a peut-être des choses aussi qu'on peut dire. Oui, effectivement, je pense que c'est d'abord dans le souci de sécuriser son pouvoir et de pouvoir asseoir totalement son contrôle sur l'ensemble du pays. Bon, même si on sait qu'il y a toujours au niveau des frontières des exactions des djihadistes, mais je pense qu'il voulait d'abord vraiment sentir les différentes forces qu'il y a dans le pays, parce qu'on sait que dans ce consortium de discussion, il a réuni aussi les chefs traditionnels sont réunis, il a réuni la société civile, les divers des universitaires et aussi des chefs d'entreprise pour avoir l'ensemble des concitoyens représentés pour pouvoir mener à bien cette discussion. Certains remettent déjà en cause le caractère inclusif de ces assises-là. Oui, bon, le caractère inclusif, parce que rappelons que les partis politiques sont suspendus au Niger. Donc, parmi les membres qui composent cette commission, il n'y a aucun parti politique. Mais ça, c'est quelque chose qui a nuancé, parce que moi, j'ai cette expérience avec le dialogue intermalien qui s'est tenu en avril dernier, où les partis politiques étaient suspendus aussi à l'époque. Mais ce qu'il faut nuancer, c'est que peut-être officiellement, les partis politiques n'ont pas été conviés, mais vous allez voir en général, dans le fait, il y a des militants de différents partis qui participent au dialogue. Et donc, au fond, on peut dire qu'ils participent d'une manière ou d'une autre, mais effectivement, le fait que ces partis politiques soient exclus, ça peut effectivement remettre en question le caractère inclusif. Mais quand on se place aussi dans le contexte de l'opinion publique nigérienne, est-ce que ces partis ont le vent en poupe? Je ne pense pas. Et une commission nationale a été créée par décret présidentiel pour conduire les travaux de ces assises, comme je disais, se tiendront du 15 au 19 février. Cette commission devra remettre un rapport final au général Abdourahmane Tiani début mars. Vers quoi se dirige-t-on, Frédéric Tchongui? Quel est le meilleur scénario pour le chef de la transition nigérienne aujourd'hui? Bon, je pense qu'il faut être totalement lucide par rapport à ce dialogue qui va se tenir. C'est simplement pour asseoir le pouvoir du président et d'aller vers une élection. Et je pense que cette élection, il va être candidat pour se présenter. Et
Et il faut aussi le dire, je pense que on arrive aussi à la fin de l'exercice du pouvoir de M. Bazoum, même s'il est détenu depuis très longtemps. Il n'a pas encore démissionné. Tout à fait, mais je pense qu'on se dirige vers cela et vers l'assise en réalité du futur président de la République du Mali. On peut déjà se prononcer dans ce sens. Niger. Comment je parlais de scénario, c'était de savoir est-ce qu'il y aurait une accélération du calendrier électoral, est-ce qu'il y aurait un référendum constitutionnel? Je pense que c'est du déjà-vu, hein, ce type de dialogue. Effectivement, je rejoins Frédéric, c'est-à-dire que le scénario qu'on peut attendre, c'est que déjà, on peut avoir une idée de la durée de la transition. Maintenant, la vraie question, c'est que la transition a déjà duré 18 mois. Est-ce que ces 18 mois étaient déjà des bonus? Est-ce que c'était des bonus? Parce qu'en fait, ce qui se passe au Niger, c'est intéressant. On a comme l'impression que jusqu'ici, on était dans une phase de pré-transition. Et il n'y a jamais eu de calendrier à annoncer. Oui, ça, il faut être clair. D'ailleurs, tous les organes ne sont pas en place. Par exemple, les CNT qui existent au Mali et au Burkina n'existent pas encore au Niger. Et donc, dans le futur recommandation de ces dialogues-là, on pourra avoir une idée peut-être de la durée de la transition, de la composition. Même si c'est faux ce que vous dites, c'est maintenant que la transition commence au Niger. Tout à fait. En réalité, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on était dans une phase de pré-transition jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est maintenant que la vraie phase de la transition va commencer avec un calendrier, avec les organes de la transition, les CNT, tout ça, avec la possibilité ou non, mais c'est un secret de polichinelle pour le général Tchani de se présenter à la future élection. Et dans ce type de conclave aussi, moi qui suis analyste de discours politique, il y a ce qu'on appelle la langue de coton. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que... la langue de coton. Oui, ça c'est nouveau. Non, la langue de coton, en fait, c'est quand je vous dis on fait le dialogue pour la refondation de l'État, on fait le dialogue pour la bonne gouvernance, vous trouverez rarement une personne qui va s'opposer à cela. Parce qu'en réalité, ça part. Personne ne va s'opposer à ce qu'on ait de la bonne gouvernance, qu'on ait des institutions fortes, etc. Donc, les éléments de langage qu'on véhicule, forcément, on adhère à cela, il n'y a pas de problème. Mais sauf que dans le fond, on a l'impression que les yeux sont déjà pipés. Et en général aussi, ce qui se passe, c'est que dans les recommandations, moi j'ai aussi cette expérience avec toujours de faire le parallèle avec le Mali, parce que c'est à peu près le même exercice. C'est qu'il y a des recommandations qui surviennent, on ne sait pas d'où elles sortent. Par exemple, vous allez voir qu'on va dire, bon, à l'issue des dialogues, on a recommandé que ça, mais ça a été dit où précisément, on n'en sait pas. Puisque c'est organisé un peu partout sur les territoires, ben, finalement, dans les conclusions, on peut mettre tout. Et donc, on peut avoir une sorte de fourre-tout, mettre tout ce qu'on veut, en disant, bon, ça a été issu des dialogues. Et cela interroge aussi, finalement, on a comme l'impression qu'on assiste à une nouvelle façon de gouverner dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'une façon de donner la parole au peuple, et donc, en disant, toutes les décisions qui seront prises ultérieurement sont issues de ces dialogues-là. Vox Populi, Vox Dei. C'est assez intéressant ce que disait Brahima. Frédéric, moi j'aimerais vous interroger plus sur la longueur de cette vraie période de transition qui va débuter à l'issue de ces assises. Est-ce qu'elle sera courte? Est-ce qu'elle sera plus longue? Personnellement, je pense je réponds ma question. Quelle est la meilleure option pour le général Tchani aujourd'hui? Moi, je pense qu'elle sera courte. Je pense qu'elle sera courte. Pourquoi? Parce qu'on sort déjà d'une pré-transition, comme vous l'avez évoqué, qui a duré près de 18 mois. Et on se souvient, lorsqu'il a pris le pouvoir par le coup d'État, il a annoncé 3 ans à peu près. Donc, je pense que les choses vont vraiment s'accélérer. Ah ouais? Oui, pourquoi? Oui, il avait annoncé 3 ans. Il avait dit 3 ans. Il avait dit 3 ans, oui. Mais il n'en a plus parlé depuis. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Il a pris en août 2023, il me semble, et on est déjà en 2025. Donc je pense qu'on est... il voulait lancer un dialogue national. Exactement. Inclusif, donc je pense qu'on est déjà dans cette logique-là, c'est-à-dire que là, il va mettre en place les jalons qui vont... c'est-à-dire soutenir son pouvoir et qui vont aller très rapidement parce qu'on le sent bien aujourd'hui, il a la main mise sur le Niger. Il n'a plus besoin de vraiment, c'est-à-dire s'encombrer de forces contraires. C'est vraiment intéressant parce qu'au départ, à la suite du coup d'État, il y avait encore des dissidents et tout. Non, là, c'est peut-être l'une des raisons qu'on n'avait pas évoquées. Hein, Oui, tout à fait. Peut-être que le pays est stabilisé derrière lui aujourd'hui. Ça sent que le pays est derrière lui et il va, comme vous avez parlé tout à l'heure de forces exogènes, il a l'aval aussi, il a le soutien de l'AES. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, son pouvoir est assis et que je pense que les choses vont s'enchaîner très rapidement. Moi, je ne vois pas d'ici la fin d'année, une année au Niger sans élection électorale. Pour vous, 2025, année électorale au Niger. Tout à fait. À la transition de quoi? 3 mois, 6 mois? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer des choses. Même constat du côté de Brahima? Non, moi, je n'ai pas le même constat. Je sais que les choses peuvent accélérer par rapport aux différents organes de la transition.
peut-être aussi une idée de la durée de la transition, mais dire qu'on va organiser assez rapidement les élections, je n'en suis pas sûr. Et surtout quand on évoque les raisons exogènes. Parce que, comme je disais, on a comme l'impression que dans le pays de l'AES, on essaie d'harmoniser, de marcher ensemble. Et donc, le Niger, d'ailleurs, c'est le Niger qui est en retard par rapport aux deux autres pays. Ouais. Et donc, dire que le Niger va tout de suite enjamber, parce que finalement, ce serait une sorte d'enjamber les deux autres pays, je n'en suis pas sûr. En fait, l'idée, ce serait peut-être au moins dans les trois pays, qu'on ait tous les organes en place et qu'ensemble, ils vont essayer de... Parce que, d'ailleurs, pourquoi au Mali, on essaie de temporiser la question des élections? Je pense que c'est aussi lié à cette même raison. Parce que si jamais on organise les élections dans l'un des trois pays aujourd'hui, ça met la pression sur les deux autres pays. L'opinion publique des deux autres pays mettra la pression aussi en disant on est tous membres de l'AES et ils ont organisé les élections, pourquoi pas nous? Et donc, je crois que dans un premier temps, l'idée en réalité, c'est d'asseoir son pouvoir, d'avoir tous les organes en place et maintenant de voir ensemble dans quelle mesure les trois pays peuvent acheminer. On va s'intéresser maintenant à sa méthode de gouvernance. Depuis 2023, il est à la tête du pays. Comment jugez-vous sa gestion du pays? Moi, je pense qu'il est très, la manière dont il gère le pays, il est très prudent. Ça se voit par rapport à d'abord au temps que ça a pris pour pouvoir mettre en place ce dialogue national qui va se tenir. Il avait d'abord le besoin, parce que vous savez, il a la pression de la communauté internationale qui lui demande de relâcher le président Bazoum. Donc ça se sent qu'il avait besoin d'abord d'asseoir son pouvoir, de pouvoir avoir l'entièreté des contrôles des organes, aussi avoir l'aval des chefs traditionnels, sentir réellement que le moment est venu aujourd'hui de pouvoir organiser donc ce débat national. Et ça se sent qu'il avait besoin d'avoir le temps de gérer en réalité l'ensemble des dossiers du pays avant de se projeter dans une éventuelle, aujourd'hui le discours national, le débat national qui va se tenir. Les assises, ouais. Oui, effectivement, je rejoins Frédéric sur ce point parce qu'en réalité, quand on constate la façon dont le général Tchani dirige le Niger, c'est un peu comme, il a un peu le profil de Assimi Goïta, en fait, il est peu loquace, il parle assez peu. C'est ce que je voulais évoquer, il parle très peu. Il laisse son premier ministre un peu au devant de la scène et tout ça. Et aussi, effectivement, ça peut aussi s'expliquer par une certaine prudence. Parce que rappelons que le Niger, c'est quand même une longue tradition de coups d'État, de façon cyclique, tout ça. Donc je pense que dans un premier temps, il fallait au moins observer ces temps de mettre un peu la main sur tous les organes. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que au-delà de ce pays, le Niger, de ce pays simplement, il est parvenu justement à avoir une certaine... comment on appelle ça, popularité, en tout cas du moins dans les deux autres pays de l'AES, tout ça. Et on se rappelle aussi que le Niger joue un rôle pivot, c'est-à-dire que les premiers sommets de l'AES se tenaient à Niamey, c'est là où est lancée la confédération, tout ça. Donc je crois que peut-être d'une certaine manière, il s'appuie sur les éléments extérieurs pour se faire une certaine légitimité à l'intérieur de son pays. Et la suite qu'on pourrait avoir, c'est ce que je disais tantôt, c'est peut-être la question des élections qui va revenir lorsqu'on avancera un peu plus vite. Le gouvernement impose désormais aux ONG et aux associations chargées de l'aide au développement de se montrer en phase avec le régime. Et cette décision qui intervient après que les autorités nigériennes ont ordonné la fermeture des bureaux de la Croix-Rouge dans le pays. Comprenez-vous cette décision, cette approche du gouvernement? Oui, enfin, elle est somme toute logique parce que aujourd'hui, le gouvernement du Niger veut insuffler une idéologie qui prône la suprématie de ces institutions sur ces aides. On parle des ONG, organisations non gouvernementales. Tout à fait, mais vous savez qu'aujourd'hui, les organisations non gouvernementales, en réalité, font de l'ingérence dans ces États-là. Vous avez des preuves, M. Tchoungui? Vous savez qu'un analyste politique ne donne jamais ses preuves. Non, au contraire, ça puisse des preuves pour parler. C'est le journaliste qui ne donne pas ses sources. Mais aussi les analystes. Ça, c'est une nouvelle doctrine. Bien entendu, vous savez, c'est un secret de polichinelle, monsieur, que les organisations non gouvernementales, parfois, on a l'impression qu'elles font de l'ingérence. La Croix-Rouge fait de l'ingérence au Niger? La Croix-Rouge peut-être défend les intérêts de ceux qui les ont emmenés là-bas. Donc en fait, l'importance aujourd'hui, c'est de pouvoir donner un cap
à ces organisations-là pour qu'elles épousent en réalité et qu'elles ne donnent pas des fausses informations ou des informations qui pourraient porter préjudice au pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut les tenir. Et je veux aussi mentionner, très important, qu'il n'a pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont lui reprocher de faire 2 poids 2 mesures parce qu'il n'a pas renoncé à l'aide, par exemple, du FMI. Donc en fait, non, on voit. Là, bon, je parle des ONG. Non, tout à fait. Non, mais c'est parce que c'est un ensemble, c'est-à-dire que les ONG c'est non gouvernemental, comme j'ai dit dans un premier temps. Le FMI aussi est non gouvernemental. Le FMI comporte des représentations de gouvernement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'être, si on veut être cohérent dans l'ensemble et qu'on ne veut plus avoir parce que c'est une force d'ingérence étrangère qui dénonce, il faudra aussi peut-être se couper de cela et essayer de voir ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir soutenir le développement du pays. Oui, par rapport aux ONG, je pense que ça s'inscrit déjà dans la lignée souverainiste que ce pays a entrepris depuis juillet 2023. Et donc, cela s'entend effectivement. C'est-à-dire que, parce que c'est vrai, les ONG, même si elles ne font pas de l'ingérence, elles sont quand même sous influence des pays qui les financent. C'est aussi ça le truc des ONG. Et donc, en les suspendant, c'est aussi une manière d'avoir un peu la même mise sur, de contrôler un peu tout ceci et de montrer que, bon, désormais, le Niger est sur une voie de souveraineté, que, bon, on refuse un peu toute influence étrangère. Les ONG n'ont jamais développé un pays. Ce sont les propos du ministre de l'Intérieur. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, la question qu'on doit se poser, c'est que, parce qu'à chaque fois que ces activités sont suspendues, ça fait un peu la grogne au sein de l'opinion publique, mais on doit se poser la question, depuis tous ces temps-là, que ces ONG sont là, au fond, est-ce que ça a développé? Voilà, on peut poser la question de façon inverse aussi. Est-ce que ça a développé? Parce qu'on a l'impression que ça maintient, ça maintient la population. Clarifiez vos propos. Donc les ONG n'ont rien apporté au pays depuis qu'ils étaient là. En fait, le problème avec les ONG, c'est qu'elles pallient simplement au manquement de l'État. Ça maintient dans l'assistance. Voilà, ça maintient, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des zones qui sont vraiment sinistrées, elles viennent et elles aident. Mais c'est le rôle. Oui, mais in fine, elles sont depuis combien de temps sur notre continent? Mais, pardon, mais c'est leur rôle. Non, c'est leur rôle. Je ne comprends pas. Moi, je poursuis. En fait, là, les ONG, ce qu'elles font en soi, c'est bien. Il y a des populations vulnérables, par exemple, dans des zones reculées, parfois qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de centre de santé, etc. C'est bien ce qu'elles font. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que dans le fond, ça maintient aussi une certaine assistance. Ça les maintient dans une certaine assistance. Et si on peut aller au-delà, et d'ailleurs, rappelez-vous de cette phrase de Thomas Sankara, nous voulons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. C'est ça une vraie aide, qui t'aide à te passer de l'aide. Mais si tu dois être aidé constamment, permanemment, tout le temps, ça n'a pas de sens. Mais à ce moment-là aussi, il faudrait que les responsables prennent les autorités prennent les responsabilités. Parce que si on suspend, quelle est l'alternative? Ça, c'est l'analyse éclairée, ça. Oui, bien sûr, quelle est l'alternative? Parce que c'est aussi ça. Et d'ailleurs, on l'a vu au Mali récemment. Et maintenant, il y a la grogne au Mali parce qu'on veut augmenter des taxes de télécommunications, tout ça, parce qu'il y a des déficits budgétaires, tout ça. Effectivement, en fait, ça doit être pensé dans une stratégie qui est bien élaborée. Ne pas simplement être dans le, comment on appelle ça, fanfaronnade, tout ça, en disant, bon, on suspend, oui, on suspend, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que des raisons de sécurité, s'il y a vraiment des preuves qui avouent qu'il peut y avoir des collisions entre les renseignements des différents pays occidentaux, s'il y a des preuves qui sont avancées, on peut le croire. Vous savez, monsieur, chaque pays est souverain. Donc, ce n'est pas le contraire. Oui, donc s'il décide... Je n'ai pas critiqué la décision de suspendre les ONG. Mais est-ce qu'un dirigeant doit forcément justifier le fait qu'il pense que ces organisations-là ne sont pas en réalité, n'aident pas le Mali sur le long terme. C'est un pays souverain. Pas le Niger, vous avez beaucoup le Mali là. Vous savez, c'est là. Salutations aux amis du Mali. C'est pas un État. C'est l'ensemble. Mais c'est pas encore une fédération. Donc voilà, donc il n'a pas besoin de se justifier par rapport à cela, s'il le pense. Laissons-le mener son action et voir, effectivement, vous savez comment on dit, la nature n'aime pas le vide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si jamais ces ONG-là s'en vont, il est bon fort de penser que le Mali va se renforcer pour pouvoir aider ces zones-là. Bon, le Niger, pardon. On ne va pas s'entendre aujourd'hui sur ce plateau, mais bon, le devoir de transparence aurait voulu quand même qu'on ait des preuves de ce qui a été avancé par le gouvernement nigérien. C'est ce que je voulais évoquer avec vous. Enfin. Oui, alors après il y a des secrets qui ne doivent pas être dévoilés. Certainement, voilà, qui savent quelque chose, des choses dont on ne sait pas, nous, donc c'est une possibilité. Mais en réalité, une chose est sûre, il y a beaucoup d'ONG qui sont sous influence des pays qui les financent. Ça, c'est une réalité. Occidentaux comme... voilà, donc oui, comme occidentaux comme... oui, peu importe. Voilà. Donc voilà. Bon, de l'ouest à l'ouest, à l'est aussi, pour clarifier les propos. Exactement. On va parler de Mohamed Bazoum.
Qu'est-ce qui a changé depuis... D'abord, ce que je vais vous demander, c'est est-ce que vous avez compris le coup d'État de Mohamed Bazoum? Je me rappelle encore de certains confrères qui disaient que c'était le coup d'État le plus incompréhensible. En fait, personne ne l'a vu venir. Et Bazoum n'avait pas vraiment l'intention d'un troisième mandat et tout. Est-ce que vous avez, vous, 2 ans plus tard, compris ce qui s'était passé à ce moment-là? Alors, effectivement, c'est vrai que c'est tombé comme un coup de près, mais en réalité, il y avait des signes avant-coureurs. Ah ouais. Parce que rappelez-vous, 2 jours avant l'investiture de Bazoum, il a failli y avoir un coup d'État. Ça, c'est clair. Il a failli y avoir un coup d'État. Deuxièmement, Bazoum, j'ai l'impression qu'il a toujours eu du mal à se faire accepter, déjà par son propre camp, de par sa nationalité. Bon, il y en a qui lui attribuent une nationalité française, etc., tout ça. Donc oui, il y avait quand même quelques signes qui faisaient que ce n'était pas un président, même s'il est venu démocratiquement, il faut le rappeler, qui ne faisait pas totalement l'unanimité de par son propre camp d'ailleurs. Et on sait aussi que par la suite, ses relations avec son prédécesseur, Mamadou Issoufou, n'était pas au beau fixe aussi. Bon, il y en a qui d'ailleurs pointent un peu du doigt. Dites-nous tout, Brahima. Non, mais non, c'est pas de secret. En réalité, il y en a qui l'accusent de connivence avec le général Tchani. Ça, c'est fait, c'est connu, ça a été documenté. Et même, il y a des enfants de Bazoum qui se sont exprimés là-dessus. Donc, compte tenu de tous ces éléments, effectivement, mais c'est surtout les timings qui a interrogé. Parce que Bazoum, déjà, il était, je crois, à 2 ans de mandat. Effectivement, on est mi-mandat, premier mandat, tout ça. Il n'y avait pas de velléité, tout ça. Donc oui, mais il a quand même commis quelques maladresses aussi. Peut-être quand il a affirmé une fois que les terroristes sont mieux équipés que son armée à lui, donc l'armée nigérienne, tout ça. Oui, mais en tant que chef des armées, je pense que c'est aussi ça, la communication, elle est importante. Si un Nigérien lambda dit cela, pourquoi pas? Mais en tant que chef des armées, annoncer ça, c'est quand même pas, voilà, c'est pas très approprié. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent expliquer, mais effectivement, c'est un coup d'État qui est venu de nulle part. Parce que, pourquoi on dit c'est venu de nulle part? Parce que quand on compare aux autres pays, par exemple au Mali, c'est survenu suite à des soulèvements populaires qui ont duré des mois et il y avait un certain blocage institutionnel et politique. Ce n'était pas le cas au Niger. Au Burkina, c'était à peu près le cas, mais ce n'était pas le cas au Niger. Donc effectivement, je pense que ce sont ces différents éléments qui peuvent peut-être l'expliquer. Oui, effectivement. Alors, moi, je pense qu'on doit d'abord se baser d'un point de vue historique. Lorsqu'on parle du Niger, il y a déjà eu beaucoup de coups d'État dans ce pays. J'ai bien dit Niger, cette fois-ci. Il y a eu... Donc, en fait, ce n'est pas une situation incongrue. Et aussi, on se rend compte que dans la région, en réalité, dans les pays du Sahel, il y avait beaucoup de soulèvements. Et donc, de ce fait-là, il n'était pas totalement inopiné que cela aussi déteigne sur le Niger. Et aussi, il faut aussi dire que l'idéologie qui est en train de se disséminer en réalité dans le Sahel n'est pas pro-française. Et donc, on avait l'impression que M. Bazoum était le candidat des Français, était soutenu par l'armée française. Donc, en fait, on est dans une logique en réalité... Élu démocratiquement, avec une transition très fluide. Tout à fait, mais le fait peut-être qu'il soit dans cette posture, comme je dis, de connivence avec la France, et aussi peut-être qu'il n'avait pas sécurisé en réalité l'ensemble de son armée, il n'avait pas réussi à asseoir peut-être ce qu'a fait aujourd'hui monsieur le président qui est, enfin le chef du gouvernement qui est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a pris le temps vraiment d'asseoir son pouvoir avant de réellement pouvoir... Est-ce qu'on peut rappeler qui était le général Tchani, s'il vous plaît, monsieur? Oui, général Tchani, je pense qu'il était le chef de la garde présidentielle, il me semble. Hein. Et d'ailleurs, Bazoum ne l'a pas changé, en fait. Hein. Tchani, il était avec Youssoufou, et quand Bazoum est venu, il l'a maintenu. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de connivence entre Youssoufou, Tchani, tout ça, ça s'entend. Parce que quand on connaît les relations étroites entre les deux, effectivement, et ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Bazoum, il n'a pas su imposer son autorité, surtout sur l'armée, quoi, donc, dont il n'est pas issu. Et ça fait que, bon, finalement, il était... à la tête un peu d'une institution qui... Tôt ou tard, ça aurait été... Oui, tôt ou tard, ça et pour revenir à l'influence, quand on dit qu'il était pro-français, tout ça, ce sont ces déclarations à lui aussi qui justifient, hein, parce qu'on se rappelle qu'on avait l'impression qu'il s'était fait un peu comme le porte-parole de la France dans cette région qui était un peu troublée, tout ça. Et surtout, vous savez, ça, je pense qu'il y a un ancien chef d'État qui dit les jours où on parlera du bien de moi, enfin les ennemis parleront du bien de moi, ça c'est que je vous ai trahi.
Parce qu'on se rappelle de tous les éloges que le président Macron faisait de Bazoum, en fait. Hein. Et ça n'aide pas. C'est le sous-préfet. Peut-être que ça partait d'une bonne intention, mais ça ne l'aidait pas en réalité auprès de son opinion publique. Parce que finalement, il était vu un peu comme celui qui est chargé de faire appliquer la politique française dans cette région. Est-ce que bientôt, pour terminer, on a vu les appels des Nations Unies hein, dans un groupe de travail à considérer que les privations de liberté de Mohamed Bazoum et de Hadiza Bazoum sont arbitraires. L'instance a appelé donc à la libération et à leur accorder le droit d'obtenir réparation. Messieurs, est-ce qu'on se dirige vers la libération de Mohamed Bazoum et de son épouse? Alors, déjà, bon, pour rappeler, hein, c'est cette demande de groupe de travail des Nations Unies. Je pense que pour les pouvoirs nigériens, ce ne sont que des vœux pieux, en fait. Hein. Je ne pense pas que ce sera un prix. Mais par contre, il y a un seul scénario qui peut, d'ailleurs, on a parlé en début d'émission, peut-être à l'issue de ces assises nationales, dans une volonté d'apaiser le climat social et politique, on peut peut-être assister à une éventuelle libération de Bazoum sous certaines conditions, pourquoi pas, et aussi une façon peut-être pour les pouvoirs nigériens d'avoir un certain écho au sein de l'opinion publique internationale. Ça, c'est une possibilité. Oui, tout à fait, je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que le président Bazoum n'a plus réellement d'impact et de possibilité de faire capoter, entre guillemets, ce qui est en train de se mettre en place au niveau du Niger. Donc il n'y a pas de raison qu'à la fin, effectivement, du débat national, du dialogue national, l'assise nationale, il n'y ait pas une libération anticipée. En tout cas, selon nos confrères d'Africa Intelligence, il y a eu une négociation qui se fait de manière sous-marine de la part du Maroc hein, pour essayer d'obtenir la libération du président Bazoum, détenu depuis 2023. Merci, messieurs. Merci pour vos analyses. Merci à Romain Clicquot de MEC à la réalisation. Et portez-vous bien et à bientôt.